Moi, c'est Maïté Samuel-Leduc et voici Face cachée, une série de podcasts produits par Radio Gaspésie où j'ai le plaisir de rencontrer des Gaspésiens qui ont des métiers ou des passions qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, je vais embouteiller du gin à la distillerie Audoyeur dans le quartier industriel à Gaspé. Les distillateurs Michael Briand et Frédéric Jacques m'ont invité à les aider à verser le gin Radun dans sa super belle bouteille carrée. Michael Briand, copropriétaire. Frédéric Jacques, copropriétaire. On produit un gin qui s'appelle Radun. C'est un gin aux champignons forestiers, tout cueilli à la main par Gérard Mator de Gaspésie Sauvage. Ben nous, la façon qu'on a approché ça, Mike avait l'idée du champignon, évidemment, ce qui était vraiment novateur. Puis on a travaillé simplement comme dans un labo, là, dans le sens qu'on a pris tous les champignons disponibles en Gaspésie, qui étaient cueillis à la main. Puis on est allé avec le même protocole, puis on a essayé d'extraire des goûts en cuve ou en macération ou en distillation. En premier, c'était macération, c'était vraiment trop spécial là, comme goût. Là. En tout cas, moi j'avais la perception que ça n'aurait pas plu, là. Puis finalement, tu sais, plus on allait vers la distillation fine, c'est-à-dire de le mettre dans le panier d'aromates, puis c'est juste les vapeurs qui vont aller chercher les choses qui nous intéressaient, les goûts. Mais à ce moment-là, on est allé plus vers là. Puis là, on a testé tous les champignons, encore une fois. Tu sais, il y a une histoire de dosage, d'assemblage de champignons. Ça a quand même été long puis compliqué, là, mais c'était ça le thrill, là. C'était de dire, waouh, on va faire quelque chose de nouveau, là, parce qu'il n'y en existe pas. Là. Ou s'il y en a, les gens le cachent, je sais pas, là, c'est pas mis en valeur pantoute, là. Puis nous, vraiment, on le voit avec le champignon, ça peut pas être plus évident que c'est un gin qui est aux champignons. Puis c'est les champignons qui apportent des subtilités, comme les brûlures, la rondeur en bouche, le côté sucré même, là, c'est vraiment spécial, là, je te jure. Si je te donnais des armillaires de miel, là, quand on les distillait, là, vraiment, tu as un arrière-goût sucré. C'est vraiment particulier. Fait que c'est comme ça qu'on l'a bâti. Fait que c'est un gin classique. T'sais, on se démarque à ce niveau-là. Le goût est quand même classique. Il est pas trop parfumé, puis il est pas trop baie de genévrier, mais évidemment, il y en a beaucoup. Mais ce qui est vraiment particulier, c'est la façon dont on le fait. Puis quand les gens viennent, comme on a eu une équipe allemande là, qui est venue pour la télévision allemande récemment, là, ils ont trippé bien raide, les gars. Là. D'abord, ils pensaient que c'était un garage, là, puis Mike, c'était vraiment ça. Là. Mais tu sais, parce que nos installations, c'est super simple, là, c'est quasiment spartiate, là, je veux dire... ce qui les a fait triper, c'était de voir, on a sorti le gin basket, puis on leur a montré vraiment, on dirait, c'est plein de champignons, on a capoté de voir le goût à la sortie de l'alambic, puis le produit fini, une fois qu'il a vieilli, justement, qui est plus complexe, puis qui... Fait que c'est plus là-dessus. C'est une fois que les gens sont venus visiter la distillerie, là, ils deviennent nos ambassadeurs tout de suite, parce qu'ils n'en reviennent pas de voir qu'on fait ça tout à la main, puis qu'on utilise des champignons pour faire le gin. Là, fait que c'est ça qui est pénible un peu dans notre pitch de vente. Il faut aller beaucoup conscientiser les gens que c'est pas en ouvrant la bouteille, ça sentira pas le champignon de Paris qu'on achète à l'épicerie. Il y a 3000 champignons sauvages au Québec, puis il y en a pas un qu'on utilise qui sent la même chose. Là. C'est complètement hallucinant. Là. Mike travaille fort là-dessus, là, de faire la publicité, de dire, écoutez, là, goûtez-y pour voir, vous allez voir, puis venez voir comment on le fait, puis c'est à ce moment-là que les gens sont vendus. Là. C'est un bon produit de base. Vendre un bon produit, c'est pas dur. Là. Puis en plus, quand c'est authentique, là, c'est comme fantastique. Ben, je voulais utiliser de l'eau de Douglastown, mais il y a tellement de minéral dedans que ça varie tellement. Fait que le goût va quand même changer. Donc, c'est mieux d'avoir un produit qui est vraiment standard. On est seulement deux, mais de temps en temps, on a une personne ou deux qui nous aident dans l'embouteillage, on va dire. Puis, ça dépend des commandes. Si la SAQ a besoin d'une commande vraiment vite, ben là, on demande plus de monde de venir. Mais normalement, c'est juste Frédéric et moi. Puis Fred fait la partie distillation, côté produit, qualité du produit. Moi, je fais vraiment l'emballage, le côté emballage, de laver les bouteilles, remplir les bouteilles, mettre ça dans les boîtes. Mais c'est vraiment une tâche à deux. Là. Oui, et marketing. On n'a pas de marketing, zéro. On dirait que Frédéric est pas d'accord. Bon, premièrement, j'aimerais ça, peut-être, Frédéric, que tu me décrives un peu qu'est-ce que ça a l'air pour les auditeurs. Ben, effectivement, sur les photos, on voit pas toujours. Là, c'est divisé en deux, carrément. Fait que la partie production, où on a un rideau industriel qui est inifuge, qui permet de contenir la partie production, l'embouteillage, pour pas qu'il y ait de poussière ou de trucs qui se ramassent dans nos bouteilles. Il y a la partie production plus, proprement parler, la distillation, où on va vraiment créer le produit.
Ensuite de ça, on l'entrepose une semaine avant qu'il soit dilué. On le dilue, puis ensuite, on va l'embouteiller. De l'autre côté, l'entrepôt, ben là, on a une partie entrepôt d'assises où est-ce qu'on va mettre les bouteilles qui sont destinées à aller à la SAQ. Puis le reste, ben c'est là où on met tous les trucs. Là. Tu vois, en haut, on a l'ensemble de nos champignons pour une partie de l'année, parce qu'évidemment, le champignon, l'hiver, ça pose bien mal. Fait qu'on a emmagasiné beaucoup de stock. Là. Il y a quasiment au-dessus de 20 000 $ de champignons juste en haut, là, pour être capable de produire toute l'année avec ça. On a des barils aussi qu'on a achetés nouvellement là, pour faire d'autres tests là, avec notre whisky blanc, le Saint-Pierre. Une petite partie administration, bureau, accueil. Ouais, en avant. Ben, éventuellement, ça va plus être un truc de dégustation. Là. On a comme mis une pause là, sur les travaux là, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir vendre à la propriété. Si on peut à partir de l'année prochaine, ben là, effectivement, on va peut-être engager quelqu'un ou mettre ça plus beau, là, finalement, un petit lounge là, ou un truc de dégustation. Ouais. Puis là, donc, vous produisez le gin Radun. On a lu dans les médias qu'il y avait peut-être un autre produit qui s'en venait. C'est quoi la suite après le gin Radun? C'est de faire une whisky ou une moonshine. C'est une whisky pas vieillie, en fait, là. Il va s'appeler du Saint-Pierre. Ça correspond à l'histoire de notre région. Je vais laisser Fred parler de ça parce que je sais que il explique vraiment bien. Mais là, parce qu'on a l'ingénieur qui parle, puis là, on a le docteur en chimie, c'est ça, le chimiste? Non, mais ça... mais honnêtement, non, c'est plus, on essaie d'avoir des noms, tu sais, plutôt que de l'avoir appelé rouge, bleu, mauve, là, tu sais, on essaie d'avoir des noms culturels qui vont avec les valeurs d'entreprise, qui sont de faire rayonner la Gaspésie, tu sais, puis sur toutes ses facettes. Puis une des facettes qu'on a choisies, ben c'est ça, Radun, tu sais, ça mettait en valeur le lieu qui était historiquement un endroit où les gens, bon, c'était le party, tu sais, c'était une place où même apparemment, il y avait des gens qui avaient des alambics, qui produisaient de l'alcool, de la bagasse, des trucs comme ça. Fait que ça nous a fait triper le nom, tu sais, puis c'est quand on voit la déformation d'où ça vient, au ras des dunes, parce qu'il y a plein de petites dunes là-bas, tu sais. Le nom, c'est un des amis de Mike qui avait pensé à ça, puis on a trouvé ça génial, tu sais. Fait que ça met comme un secteur de la Gaspésie en valeur. Ça permet de promouvoir quelque chose de culturel, là. Puis c'est un peu la même chose avec le Saint-Pierre, dans le fond. Les vieux nous racontent, là, moi il y a une personne âgée qui m'a mentionné que son grand-père était un petit peu impliqué là-dedans, là, dans le sens que lui, des fois, il recevait des canisses de Saint-Pierre, là, vraiment. Là, c'était vraiment des cannes de métal où il y avait de l'alcool 95%. Puis les gens, quand ils traversaient en bateau, la ligne imaginaire qui sépare la côte nord de Cap-Chat, là, environ, là, bon, ben, quand ils traversaient cette ligne-là, ils étaient rendus en eau internationale. Donc, il pouvait faire ce qu'il voulait avec la cargaison. Fait que souvent, il en déchargeait dans l'eau. Puis évidemment, l'alcool est plus léger que l'eau, dans une canisse en plus. Fait que ça flottait sur l'eau. Fait que là, les gens allaient en barque ou en speedboat ou en barge. Là, puis là, ils allaient ramasser ces canisses-là. Puis là, ils en faisaient de la contrebande. Fait qu'il y avait tout un système organisé comme ça. Puis souvent, les bateaux étaient destinés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais là, les gens ont appelé ça du Miquelon ou du Saint-Pierre. Il y avait toutes sortes de surnoms. Mais Saint-Pierre, c'est celui qu'on trouvait le plus cool, là. Puis ça va être justement un whisky blanc, là, un whisky pas vieilli, comme ce qui se vendait en 1920. Là. Ben, grosso modo, tu sais, le whisky, il faut savoir, c'est une bière que tu distilles. On produit tellement de bières au Québec, c'est comme naturel d'aller vers le whisky. Là. On n'est pas le seul à le penser. Il y a plein de microdistilleries qui se lancent là-dedans. N'importe quelle bière? C'est là la beauté de la chose. Il y a tellement de sortes de bières maintenant, ça a tellement explosé que là, bon, pourquoi pas prendre une sour, une session, là, tu distilles ça, qu'est-ce que ça va donner? Une stout, c'est un peu là, on va élaborer une bière, mais évidemment, tu n'as pas la... Attends un peu, tu t'as dit, vous allez élaborer une bière. Vous avez comme projet de faire de la bière, puis après ça, de la distiller pour faire le whisky? En sous-traitance, présentement, c'est Cap Gaspé. Là. L'équipe d'Audrey-Anne puis Claude vont nous préparer quelque chose. Fait qu'on va commencer ça, parce que ce qu'on avait déjà, c'était une bière de fermentation spontanée, assemblée avec un cidre, qui avait été vieilli dans une barrique. Là. C'était assez capoté. Là. Oh, ouais, quand même. Puis ça a donné quelque chose d'intéressant, mais c'est pas le Saint-Pierre, là, tu comprends. On veut quelque chose de plus structuré où on a plus le contrôle. Là. On va avoir un malt bien défini, puis on va ajouter des couches de complexité après. Là. Tu parles de contrôle, mais comment vous faites pour que ce soit assez standard comme goût, ou est-ce qu'il y a des différences, ou comment ça... On fait, comme là hier, on a essayé une nouvelle façon de faire là, qui était assez spéciale.
Mais non, on essaie toujours de changer un petit peu. C'est comme de l'amélioration continue, là. Essayer de voir, y a-t-il des techniques plus efficientes, tu sais, on peut-tu faire mieux, là, finalement. Mais jusqu'à maintenant, on revient toujours à la même bonne vieille recette, là. On va, jusqu'à temps qu'on n'ait pas un équipement beaucoup plus gros, on va garder la même cadence. Parce que là, c'est un petit alambic de rien, là, tu sais, mais quand éventuellement, on va avoir quelque chose d'à peu près 1500 litres, avec un gros gin basket où on peut loger tous nos champignons, ça prend vraiment beaucoup de place dans le panier d'aromates, là. Là, c'est combien de litres présentement? C'est juste 500 litres. Là. C'est rien, sans blague. Là. Ça a l'air gros. Là, mais, fait que notre but, ce serait d'en faire 1000 par jour. Fait que, tu comprends? Si on a quelque chose d'environ 3 fois plus gros, en optimisant un petit peu, là, on va faire à peu près 1000 bouteilles par jour, avec la même bonne vieille technique. Là. Parce que tu as plein de techniques, tu as plein de façons de faire. Tu as des macérations, des distillations, des macérations distillation. Il y en a avec des gin baskets, il y en a distilling on the herb, ils mettent vraiment tous les ingrédients dans la cuve pendant que ça bout. Tu sais, t'as plein de façons de faire différentes. Là. Nous, on y va avec le gin basket parce que le champignon, quand il est dans la cuve, on s'est rendu compte qu'il cuisait. Là. Il donnait comme un goût vraiment spécial, mais pas intéressant. Là. Puis l'arôme qui est vraiment spécial, on va la chercher. C'est plus approprié de le faire au gin basket, là, vraiment. Qui est comme la technique la plus raffinée, mais la moins efficace aussi en même temps. Là. C'est quoi la technique du gin basket? C'est un gros panier dans lequel on met les ingrédients. Fait que la vapeur d'alcool passe à travers ça. Puis ça va aller chercher, comme un parfum, là, disons. Là. Ça va aller extraire des composés intéressants avec un alcool. Ben, nous, c'est la même chose. L'alcool va aller extraire des petites molécules, des petits esters, des petites molécules très volatiles. Puis ça va aller les mettre en solution. Après ça, là, ça se condense, puis on recueille ça. Puis finalement, on peut le diluer, l'embouteiller. Donc, vous avez toujours la même recette. Moi, j'ai quand même essayé de goûter. En fait, c'est arrivé une soirée où on avait trois différents lots, c'est ça, merci. Puis, je t'avoue que ça goûtait pas pareil. Ah, ouais. Mais là, il y a une histoire de vieillissement aussi. Je sais pas quel lot t'avais. Le 1, le 2, le 1, le 3, le 4. Ah ouais, ok, c'est ça. Mais il y a une histoire de vieillissement parce que le 1, c'est notre plus jeune, c'est le plus vieux lot. Là. C'est lui qui était fait le plus tôt. 3, 4, 5, normalement, ça devrait pas mal être pareil. Fait que, mais 1, 2, 3, là, ouais, il y avait des écarts majeurs, là. Parce qu'on avait commencé à produire, puis là, la SAQ nous disait, on va venir chercher votre stock au mois de mars. Fait qu'on avait dit à l'époque, OK, on fait le lancement le 17 mars. Mais finalement, on n'avait jamais eu de nouvelles. Fait que c'est resté, ce stock-là, comme en vieillissement pendant plusieurs mois, avant que finalement la commande parte le 1er mai. Fait que oui, il y a un effet sur le vieillissement, puis on le voit. Là, moi, quand je déguste des vieux lots, là, je me rends compte, waouh! Donc, est-ce qu'il faudrait idéalement laisser sa bouteille un petit peu dans le bar à la maison avant de pouvoir y goûter? Ben nous, on essaie de faire vieillir la bouteille 6 semaines avant qu'elle se rende sur les tablettes de la SAQ. Là. Le goût va vraiment changer, puis on le sait pas jusqu'à quel point ça va changer. Hein. Franchement, là, on va se dire la vérité, on le sait pas. Là. Fait que quelqu'un qui a le lot 1, moi j'aimerais ça que ces personnes-là gardent la bouteille le plus longtemps possible pour voir dans le temps. Cela dit, les gens étaient pas tous d'accord sur qui aimait quoi, puis ça dépend vraiment des goûts. Là, donc, Il y a aussi un petit côté perception. Là. Si je te dis qu'il y a un changement, tu vas le percevoir même s'il n'est pas vraiment là. C'est vraiment très fort, ça. Je te jure que c'est vrai. Je sais pas si vous les avez remarqués sur les médias sociaux, mais on les voit souvent, puis ils ont du contenu super intéressant. Je leur ai demandé comment ils se distinguaient par rapport aux autres microdistilleries qui sont présentes un peu partout au Québec. Il faut qu'on regarde qu'est-ce qui se passe sur le marché avec les autres compagnies. Là. On regarde à certaines distilleries qui font plein de marketing avec des belles photos, puis on regarde ceux qui font moins. Après ça, on va regarder leur présence sur le marché. On va pas copier qu'est-ce qu'une autre distillerie va faire en termes de marketing, mais on va faire quelque chose de similaire. Ils prennent des photos, mais nous, on va prendre des vidéos, on va prendre d'autres styles de photos, on va être plus comme présent. Puis aussi, l'effet qu'on est dans Gaspésie, les Gaspésiens sont très fiers de leur région. Il y a ainsi beaucoup de Gaspésiens ailleurs, là, partout au Québec. Donc, c'est comme des ambassadeurs. Fait que c'est pas juste une affaire d'on mettre des photos sur l'Internet puis notre travail est fini. C'est vraiment sur tous les Gaspésiens sont comme des ambassadeurs. Là. Fait que c'est comme un travail de tout le monde. Puis vu qu'on essaie toujours d'être hors de la norme en termes de qu'est-ce qu'on fait, quelle sorte d'ingrédients on utilise, quelle sorte de bouteilles carrées, rondes on utilise. Donc, il faut qu'on soit différent. Parce que si on est en Gaspésie, vu qu'on est tellement loin en termes de transport, de coûts, de tout, on est perdant.
Quand je regarde le crevette, Chocrotap, Gaspésie sauvage, c'est des produits extraordinaires, mondialement connus. Donc, c'est ça la mentalité des Gaspésiens. Fait que on a juste pris ça, puis on court avec, puis ça marche à date. Les gars m'expliquaient que pour 1000 bouteilles, ça prend 4 jours de la distillation à l'embouteillage, mais qu'il faut compter 1 mois avant que le gin Radun soit sur les tablettes. Ça fait même pas 1 an qu'ils ont commencé leur production, puis ils sont déjà dans le top 4 des gins au Québec en termes de croissance. Mais comme ils disent, ça prend beaucoup de jus de bras pour arriver à produire tout ça. On est en train de mettre mettre le gin dans les bouteilles. Donc, on reçoit les bouteilles d'une compagnie qui vient, c'est une compagnie italienne. Ils livrent nos bouteilles dans les boîtes de carton comme ça. On les vide, on les lave. Ça, c'est notre embouteilleuse, là. C'est une cuve, donc, qui reçoit le gin par gravité. Donc, simplement, au bas de la cuve, il va y avoir un adaptateur sur lequel on a mis un tuyau. Le tuyau, lui, va jusqu'au réservoir de gin, qui est situé en hauteur. Donc, par gravité, on veut pas avoir de pompe, là, le moins d'entretien possible, de problèmes électriques, de tout ce qu'on veut. Tu sais, la pompe brise, tu peux pas embouteiller, on voulait pas ça, là, fait que le plus simple possible. Donc, par gravité, le gin va arriver dans le tuyau, va remplir la cuve, puis il y a une petite flotte, comme une cuve de toilette. Carrément, là. Il y a carrément une flotte qui va lever dans les airs, ça va boucher le trou par où le gin pénètre. Puis à ce moment-là, quand on va, il y a 4 pistons. Quand on va prendre une bouteille, on va l'insérer à l'intérieur du piston. Ben là, ça va libérer le gin qui va descendre encore une fois par gravité. Puis quand le piston sent que la bouteille est pleine, ben là, ça remonte puis ça bloque. T'sais, le remplissage va se faire à 750 ml exactement, parce qu'on l'a ajusté comme ça. 4 bouteilles à la fois. 4 bouteilles à la fois, ouais. Il n'y a pas vraiment rien d'automatisé, à ce que je peux voir? Absolument rien d'automatisé. C'est 100% du jus de bras, là. Ah ouais, écoute, là. Alors, c'est fou, là. Les gens qui viennent ici, ils hallucinent, là. Ils se disent, ça se peut pas, là. On embouteille, Mike a étiqueté, je sais pas combien, on est rendu à combien? 50 000 étiquettes, à peu près, là. Qui a collé, là. Tu sais, c'est pas rien, là. Ça fait de l'étiquette. Parce que là, il y a 2 étiquettes. Une avec le beau logo de champignons. On avait une sur le dessus de la capsule avant de se faire des capsules custom. Là. Puis on avait une étiquette de l'eau. Là, maintenant, on l'écrit. Puis ça fait plus le fun aussi pour les gens. Là. Mais non, s'il y en a qui se plaignent que l'étiquette est croche, des bulles, ben c'est ça. C'est parce que quand ça fait 45 000 qu'on pose, des fois ça arrive qu'on manque notre coup. Là. Fait que vous écrivez le numéro du lot sur chacune des bouteilles. Oui, exactement. À la main. Puis ça fait partie du charme. Oui, du charme. Puis contrôle de qualité aussi. Quand quelqu'un nous envoie une photo, on est capable de voir quel lot c'était. Ça nous donne comme une idée. Parce que comme chaque lot, c'est différent. Parce que nos ingrédients sont achetés 1 an en avance. Fait que ça va varier quand même le goût, là. C'est intéressant. Il y en a plus parfumé que d'autres. Donc, c'est vraiment fun de voir le lot. Mais aussi, c'est une affaire de contrôle de qualité parce que quand on est en train de écrire le numéro de lot, on peut se voir dans la bouteille. C'est les règles de la SAQ d'avoir nos bouteilles sans défaut. Ouais, il y a un standard qu'ils ont, mais on va utiliser ça. Donc, on garde quand même notre contrôle sur la qualité en écrivant le lot sur le côté. Fait que 2000 bouteilles par semaine, on est capable de faire. Mais tu sais, on veut avoir quand même une vie normale. Fait que ce qu'on fait, c'est comme 4 jours pour un lot. Tu sais, on est confortable. Des fois, ça arrive quelque chose que un ingrédient peut arriver dans la livraison, fait qu'on distille pas, fait qu'on fait juste embouteillage. Comme tu vois aujourd'hui, l'alambic ça marche pas parce qu'on a tout nettoyé aujourd'hui. Donc on a perdu comme 1 jour, mais on n'est pas, c'est pas trop serré. On peut permettre des journées de repos, des journées de shutdown, on va dire qu'on va faire des améliorations sur le plancher ou sur peu importe. Ils ont l'air tellement relax, puis ils réussissent à concilier jeune famille et nouvelle entreprise. On a un bon équilibre de vie, travail. On fait 40 heures par semaine, mais quand on est ici, comme tu vois, on travaille vraiment fort, mais pendant la fin de semaine, on se décroche complètement, puis on passe le temps avec notre famille. Au début, on a travaillé fort quand même.
Non, c'est arrivé qu'on distillait jour et nuit, on embouteillait n'importe quand. Là. On oublie vite ça, comme une femme qui a accouché. Là, elle veut avoir d'autres enfants rapidement, là, mais non, on a souffert. Là. Mais là, ça va bien parce que le setup est bon, ça roule bien. Puis Mike fait ça à temps plein maintenant. Toi, t'es ici combien d'heures semaine à peu près? On fait ça 40 heures semaine les deux. Là. Mais non, on a travaillé fort au début. Là. C'est pas. Non, on oublie ça, là, mais non, je m'excuse. Ça a commencé à se calmer au mois de juillet à peu près. Là. Mais de l'année dernière, quand on a commencé à vouloir avoir le permis, du 1er juin jusqu'au 1er juin, pendant un an complet, on a travaillé comme des fous. Là. Le soir, les fins de semaine. Les enfants couchés. Fait qu'à 9h, on était ici. Puis on partait à 2h le matin. Oui, parce que là, si tu dis que ça a diminué à partir de juillet, c'est-tu parce que vous êtes mieux organisé ou c'est parce que les ventes ont diminué? Le mec est là à temps plein, comme je te dis, puis on est mieux organisé. Là. Ouais, au début, tu cours partout. Tu as besoin d'un fournisseur de capsules, de bouchons. Les bouteilles, ça arrive pas. Ça arrive au compte-gouttes. Là, on a acheté un container de bouteilles. Là, fait que tu n'as plus de problème d'approvisionnement. C'est tous des détails, là, mais... Non, tu cours après ta queue, là, carrément. Là, c'est stable. Ce qu'on veut, par exemple, c'est augmenter la production parce qu'il y a encore des gens qui vont se plaindre qu'en dehors de la Gaspésie, c'est pas disponible. Mais là, on n'a pas le setup encore pour faire ce changement-là. Mais là, je recommence à me coucher tard là, pour faire des soumissions. Puis qu'on ait un nouveau setup, là, c'est bon signe. Je leur ai demandé s'ils pouvaient se tirer un salaire de tout ça. D'après leur réponse, je pense qu'ils sont super bien entourés. Non, c'est tellement drôle que tu parles de ça, parce que moi et Fred, on parlait de ça justement quand t'es rentré, là. Puis, on n'a pas de salaire. C'est pour ça, c'est difficile. Ça aurait été beaucoup plus difficile si ma femme avait pas un bon job, puis la femme de Frédéric non plus. On est vraiment supporté par nos femmes. C'est vrai. Moralement, financièrement, tout, là. C'était Michael Briand et Frédéric Jacques de la distillerie Audoyeur. Merci d'avoir été à l'écoute de Face Cachée, une série produite par Radio Gaspésie. Au montage, Alex Pelletier, à la réalisation et à l'animation, Maïté Samuel-Leduc. Vous pouvez suivre la série Face Cachée en ligne à radiogaspésie.ca.